Les Nordiques de Québec dans le New York Times, avez-vous vu ça? Non. Je sais que vous êtes des érudits. Vous avez pas votre dans lecture quotidienne du New York Pas Times? quotidienne. Ok, Je le fréquente, mais pas quotidiennement. Pas dans une édition de 1984. Non, non, cette semaine. Ben moi, je suis pas à votre niveau intellectuel. Moi, j'ai lu la traduction dans la presse. OK. OK. Ça, c'est ça mon niveau à moi. Oui, il y a eu un texte cette semaine, c'est ça que j'ai vu. Écoute, dans la presse, il disait que c'était tiré du New York Times. Je vais les Ça croire. doit être vrai. Je vais les croire parce que je l'ai pas vu. J'ai pas vu le logo là, et le texte en anglais, mais non, il y a un journaliste là-bas qui a écrit. Je ne sais pas si la poignée, c'était la subvention que le gouvernement a accordée aux Kings pour qu'ils viennent s'entraîner, mais c'était mentionné. Et dans le texte, on faisait un lien, vous allez dire, t'es donc bien pas brillant. Vous pouvez le dire. Mais oui, on faisait pas très un lien. Le squelette du texte, c'était pas mal ça. C'était le lien de causalité entre les Nordiques et le nationalisme québécois. Québec still longs for its lost hockey team, a nationalist symbol. Tu vois, ça, moi, je l'ai lu en français, donc c'était pas ça. Pour ceux que ça intéresserait, là, ça a été publié il y a 6 jours, donc voilà le titre. Lier les Nordiques au nationalisme québécois, je trouve ça un petit peu tiré par les cheveux. Il faudrait lire l'article. Non, je vais vous en faire un résumé parce que c'est ce que je disais. Moi, ça ne m'avait pas tant frappé, mais bon, il est mentionné, puis vous me direz, c'est anecdotique, mais les Nordiques sont arrivés en 79, une année précédant le premier référendum, puis ils sont partis en 95. L'année du deuxième référendum. Ouais, juste avant le deuxième. Alors, il y a ce lien-là qui est fait. Le fleur d'Élysée, bon, tout ça. Mais c'est ça, moi, j'ai grandi dans la région de Montréal et c'est la raison qui explique pourquoi, enfant, j'ai jamais été un fan des Nordiques. Ça m'a pas du tout... Même si, effectivement, là, j'étais moi-même francophone et comment dire... ben, c'est ça. Là, je n'étais pas nationaliste à 8 ans, là, mais je veux dire... Pas loin. J'étais pas anglophone. J'habitais pas à Westmount, disons ça comme ça. Fait que non, c'est toujours intéressant aussi de voir comment on est perçu de l'extérieur. Puis il y a cette... donc, il y a ce regard-là. Mais Martin, tu dis que c'est ténu, là, le lien entre le nationalisme, ou tu faisais du sarcasme? Non, je trouve ça absolument ténu. Là. C'est pas... les Nordiques n'étaient pas là en 1976 quand le Parti québécois a été ils jouaient dans la MH. élu. Fait que faire un lien entre... Non, je vois mais les dates coïncident. Les dates coïncident. C'est peut-être plus un hasard que d'autres choses, mais c'est sûr que ça avait... Les Nordiques étaient perçus comme l'équipe plus du peuple. C'est là, ça, à une certaine époque, alors que le Canadien, c'était plus l'élite un peu. Là. Puis c'était les gens de Montréal, puis c'était l'argent, puis la finance, puis les anglophones aussi un peu. Puis ça menait à toutes sortes de guerres fratricides commerciales, sportives, entre journalistes. Des grosses chicanes de famille dans les parties du temps des fêtes. Donc, ça a certainement un enracinement profond dans la communauté québécoise, dans la société, mais de la faire un lien avec le nationalisme, moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Donc, c'est ça, je ne suis pas complètement... Parce que je me disais, puis je savais que je voulais vous aborder avec ça. C'était plus comme, je sais pas, un début de... ou une esquisse de débat entre les régions et plus, hein? Non, mais c'est vrai, je pense que oui. Ben oui, exactement. Parce que je disais, moi, je suis né dans la région métropolitaine, c'est ça. Moi, c'est ça mon appartenance, tu sais. Donc, je ne suis pas complètement imbécile. Là, parce qu'en m'en venant, je me disais, pas complètement. Je me disais, est-ce que j'ai raté ça? Est-ce que c'est quelque chose que je n'avais pas vu? Que non, c'est quelque chose qui est pas si... Tu veux dire l'article? Le lien entre le nationalisme et le support au nordique. Je pense que c'est difficile pour nous de l'établir. Là, parce que ironique, si on n'a pas étudié le sujet particulièrement, en plus, nous, on ne l'a pas vécu. Non, mais je parle le ressenti. Mm-hmm. As-tu des émotions? J'en ai. Pas nécessairement par rapport à ça. Pas par rapport à ça. Bon. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as voté au dernier référendum? J'étais trop jeune. Je sais. J'avais un petit 10 ans. Toi, tu n'étais pas loin de pouvoir voter. Moi, j'avais 15 ans. 95. Il t'en manquait un petit peu encore. Moi, je couvrais la politique. J'étais là le soir. T'as une vie palpitante et j'étais au Palais des Congrès. Je couvrais le discours de Jacques Parizeau. Hey, wow! Oui, T'as-tu compris, comme tout le monde, qu'il venait de s'assassiner, de Sarakiri? J'ai passé la majeure partie de la campagne référendaire sur la campagne du oui. Okay. Et j'étais là quand Lucien Bouchard a fait irruption dans la campagne, quand Jacques Parizeau lui a donné le titre de négociateur en chef. Et que là, la campagne a complètement...
Ouais, puis Bouchard débarquait un peu partout dans des rassemblements, puis il improvisait des discours. Il en faisait 3 par jour. Ah oui? Il y a un documentaire là-dessus qui est paru il y a une couple d'années à Télé-Québec. Ça s'appelle Huis clos avec Lucien Bouchard. Oui, Je pense que c'est assez facile à trouver. Là. Puis c'est un huis clos avec Lucien Bouchard. Puis il raconte vraiment toute cette époque-là, mais c'est super intéressant. C'est vraiment bon. C'était tout un orateur, Lucien Bouchard. Ouais. Mais donc, c'est ça. Ça me rappelle à quel point vous êtes jeune. Et pourtant, on ne l'est plus tant que ça, Martin. C'est ça le pire. Ouais. Fait que ça veut dire ça. Alors, c'est décourageant pour moi. Mais j'allais dire, il s'en est passé aussi des affaires. On accueille Sébastien Bovet à Tellement Politique. C'est ça. On met l'équipe de Mordu de Politique au défi de nous faire un segment sur le 4e trio du Canadien. Voilà. Aujourd'hui, grosse équipe, grosse performance. Un blessé peut-il progresser? Et le mystère Jonathan Drouin. C'est tellement hockey, épisode 288. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, j'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut Martin. Bonjour, jeune et dynamique confrère. Voilà, on est encore jeune. Hey, tout le monde, toi aussi, tout le monde. Oui. Absolument. Et notre journaliste affecté aux affaires du... Voyons, il y en a qui sont plus jeunes que d'autres. Oui, puis il y en a qui sont qui réagissent plus fort. Plus fortement. que d'autres. Notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH, M. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Salut, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Présentement, oui, mais il donne des bonnes minutes. Il joue le rôle qu'on a besoin. Mais quand tu es tout en santé, je ne sais pas où ils sont... Dans le line-up. Puis ça peut changer de match en match, de mois en mois. Ça prend de la profondeur dans une équipe, de passer, tu vois des blessures et tout. Certains rendements peut-être qui descendent que faut que tu fasses de quoi, mais c'est pas... c'est sûr, les blessures sont en place, mais ça donne des opportunités à d'autres joueurs de grandir. Puis quand tu reviens en santé, mais ton équipe a l'air plus profonde à cause peut-être des répétitions que les gars ils ont eues qu'ils n'auraient pas eues si tout le monde serait en santé. Martin Saint-Louis, après la victoire du Canadien contre les Avalanches du Colorado, c'était lundi soir au Centre Bell. On y reviendra. On va y revenir un peu plus tard. Mais juste avant, précédemment dans la journée de lundi, Kent Hughes a tenu son adresse à la nation de mi-saison, le bilan de mi-saison, où on a essentiellement, pas dit grand-chose. Ouais, on peut résumer ça comme ça, mais soyez pas inquiets. On va en parler longuement. Pendant des heures et des heures, et on va tout sous-peser. À commencer par, est-ce que c'était une réplique à ça, ou enfin, c'est un thème commun de ce qui a été dit cet après-midi et ce que Saint-Louis a dit par rapport à la profondeur et par rapport aux blessures. C'est deux affaires qui sont revenues dans le point de presse de Kent Hughes. Et essentiellement, ce que Saint-Louis disait là, c'est que les blessures font en sorte que certains joueurs obtiennent des opportunités de se faire valoir dans d'autres rôles et que c'est peut-être comme ça qu'on développe de la profondeur. Bref, c'est ce que j'ai compris. Puis ça répondait un peu à ce que Hughes disait en après-midi, à savoir que c'était un élément, la profondeur, c'était un élément sur lequel il fallait travailler parce qu'on le voyait bien, là, avec les joueurs blessés. C'est une équipe qui manque de profondeur. Il n'y en a pas assez, carrément, c'est ça qu'il a dit. Il a surtout dit que c'était difficile d'évaluer son équipe encore une fois cette année. Alors, c'est dommage parce que les ans passent. L'année prochaine. Il faut les évaluer. Il va y avoir des décisions à prendre plus tôt que tard. Donc, Kirby Dach, évidemment, est venu complètement bousiller les plans de l'organisation en début de saison aussi. Puis là, c'est une année perdue complète dans son cas d'évaluation. A été blessé l'année dernière aussi. Il a été à Chicago. Opération au poignet dans le temps et tout. Les blessures s'accumulent. Point d'interrogation à ce niveau-là. Alex Newhook, ça commençait à mieux se passer. Et Hughes a dit lui-même, il démontrait une certaine chimie avec Nick Suzuki. Paf, ils le perdent pour 2 mois et demi environ. Donc, en raison de tout ça, il disait que c'était difficile de bien évaluer son équipe. Il parlait de progression quand même. Mais c'est dur de... On va te laisser te débrouiller avec ça. Mais, bien, Martin, on va aller... Au classement, pour l'instant, le Canadien s'enligne sur 82 points. On a obtenu 68 l'année dernière. Il y a là une progression. On peut le calculer comme ça. Mais moi, autant pour des cas, il a cité les cas plus probants, comme Slavkovski puis Jayden Struble, que personne attendait cette année.
qui sont évidents. C'est éloquent, les deux. On parle d'une belle progression dans leur cas. Mais pour ça, il y a des Jack-Eye qui sont à Laval présentement, puis qui rongent son frein, puis qui a à apprendre son métier. Puis Justin Barron, qui connaît des hauts et des bas, mais je pense pas qu'on peut parler d'une grande progression dans son cas. Cole Caulfield marque 2 fois moins de buts que l'année dernière. Tu sais, les unités spéciales sont aussi mauvaises, alors que cette année, on s'y attarde, contrairement à l'an passé. Ouais. Martin Saint-Louis avait déjà admis lui-même qu'il avait un peu laissé ça de côté pour essayer d'établir les fondations du jeu à 5 contre 5 en priorité, ce qui est louable, là, et ça se défend. Et après, y aller avec d'autres concepts plus poussés pour le 5 contre 4. Mais là, on s'y attarde, ça va pas très bien pour autant, quoique 2-2 hier, lundi soir, mais bon... on voit pas et c'est des hauts et des bas. T'sais. 2 très belles performances contre Edmonton puis Colorado qui ont suivi peut-être les 2 pires efforts de la saison à Philadelphie puis contre les Sharks de San Jose qui, on le répète, représentent la pire équipe du siècle. Alors, c'est difficile de dire que cette équipe-là progresse tant que ça. Moi, je trouve personnellement, je sais qu'il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y a des petits pas qui sont faits, il y a de la progression, mais ça demeure somme toute mineure et c'est vrai qu'on ne peut pas si bien évaluer en raison du contexte. C'est un peu ce que Hughes disait hier. Alors, attendez-vous pas à grand-chose. Le mot d'ordre, là, c'est continuité, disons, OK? Je vais opter pour ça plus que statu quo. On va préparer la date limite des transactions. Il y a Sean Monahan qui est intéressant. Peut-être qu'ils vont réussir à échanger Jake Allen, mais c'est pas fait. Tanner Pearson contre un choix de 28e tour. Qui sait? Yoel Armia, de la façon dont il joue. Peut-être que quelqu'un va se laisser tenter. Touche pas à mon Yoel. Es-tu tombé? Ce que je veux dire, c'est qu'on va tourner dans ces eaux-là. On est encore dans la liquidation de vétérans, l'accumulation d'actifs. Et il y aura une phase 2 qui s'en vient très bientôt. Probablement qu'elle va commencer lentement, mais sûrement cet été, je pense. En termes de points de rendement, je pense qu'on en parlait avec Marc-Antoine vendredi. C'est toujours bon, les balados. Avec Marc-Antoine, c'est Ils bon. sont longs, par exemple. Très long, mais pas aussi bon qu'avec... C'est ça, je vous écoute, ils sont longs. Mais Ça sonne long. en termes de points de rendement, ça reste très difficile à évaluer parce que c'est une équipe qui ne joue pas pour gagner. L'équipe est administrée pour faire des placements, pour donner de l'expérience, des répétitions à un paquet de jeunes joueurs, pour hausser ou pas la valeur de certains joueurs. Alors, c'est difficile de voir ce que ça vaut. Par exemple, combien de points le Canadien aurait si Samuel Montembeault avait été gardien en 2 tiers des matchs depuis le début de la saison? Est-ce qu'il y en aurait 4 de plus? Peut-être, c'est une hypothèse 4 ou 6 de plus, on ne sait pas. Mais c'est pas ça l'objectif qui est recherché. Moi, l'aspect intéressant que j'ai trouvé dans ce point de presse-là, on le sait tous que c'est ça qui va arriver. Kent Hughes a dit, on a beaucoup de défenseurs. À un moment donné, il va falloir rééquilibrer les affaires, puis il va falloir, si on a beaucoup de bons jeunes espoirs, va peut-être falloir... en échanger pour aller chercher du renfort à l'attaque. Je veux absolument... C'est ce qu'il a dit. Il faut améliorer notre attaque. Et là, OK, tu dis, c'est l'équation. Et tu regardes dans le personnel de défenseurs qu'il y a là, et je vous mets au défi de sortir des noms qui feraient en sorte qu'un joueur offensif... performant. C'est ça. Lane Hudson. Logan Mayou. Lane Hudson. Logan Mayou n'a pas joué un match. Ils n'ont pas joué un match. Non, mais c'est sûr qu'il y a une valeur. Oui. Il y a une valeur, mais avant d'échanger un attaquant performant de la Ligue nationale contre un gars qui n'a pas joué un match... Ce serait peut-être pas nécessairement 1 contre 1, mais ce que je veux dire, c'est que lui a un potentiel, certainement. Linebacker. Fait qu'il y a des... Tous les espoirs sont bons avant d'avoir posé un patin sur une glace de la Ligue nationale. C'est pour ça qu'il faut les échanger vite, Martin. C'est ça, avant qu'ils fassent la la démonstration qu'ils ne sont pas si bons. Alors, j'ai hâte de voir comment ils vont jouer avec ça. Puis là, il y a tellement de jeunes qui montrent qu'ils sont capables de jouer dans la Ligue nationale. Tu te dis, à un moment donné, est-ce que Lapa, ça peut devenir un Mike Matheson? Moi, je pense ça. Est-ce que je n'en ai parlé? Parce que je l'ai pensé. Tu ne l'as pas dit, je pense, mais c'est un bon... T'aurais dû. Ben oui, j'aurais eu l'air... T'aurais eu l'air brillant. Struble, je l'adore, mais je pense pas que ça va devenir un défenseur tellement unique que tu vas pouvoir aller chercher une grosse rançon. Ou que tu peux pas t'en passer. Même chose pour Jordan Harris. C'est ça, c'est un gars qui peut être un peu interchangeable. C'est ça. Potentiellement. Fait que j'ai hâte de voir si le gâteau a suffisamment levé en défense, là où on en est présentement,
pour provoquer ce genre de transaction-là. Fait que ça va peut-être être... la roue va peut-être devoir tourner encore un bout de temps avant que le gâteau lève, puis qu'on a vu... Lane Hudson, on s'entend, c'est pas farfelu de croire qu'il pourrait terminer la saison. Là. Je pense qu'il va finir à Montréal. Ouais, bon, mais là, on va déjà avoir un aperçu. Puis là, ils vont dire, OK, là, on a une idée de ce qu'on a sous la main, tout ça. Je m'en vais le voir vendredi, Lane. Là. Ah oui? T'as-tu un message? Tu lui diras bonjour. Oui, OK, parfait. Mart says hello. Oh! Marty says hello. Nice. Alors, c'est ça. J'ai juste hâte de voir c'est sûr que ça va passer par là. Il va falloir échanger des défenseurs. Bon. Mais ce qu'ils vont pouvoir aller chercher en retour avec ce qu'on a vu présentement, Goulet est intouchable. Goulet, s'ils le mettent sur le marché, on s'entend, ils vont aller en chercher un attaquant de premier plan, mais... Moi, je le garderais. C'est ça. Tu veux pas. Toi, tu ferais ça, toi? Moi, en tout cas, c'est moi, là. Oui, fait que... Mais si tu veux un attaquant de premier plan, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va faire mal. Il faut que ça fasse C'est mal. ça. Si ça fait pas mal, ça marchera pas. C'est quoi dans l'adage? Pour avoir quelque chose... Faut que ça fasse mal. Non. Faut donner quelque chose. On va faire de même. Oui, puis, tu sais, Hughes a dit, on est encore dans l'évaluation à savoir qui va partir, qui va rester. Mais ça, c'est pas de nouvelle thématique. On en avait parlé avec lui quand on l'avait rencontré à 3 en début de saison. Là. Oui. Puis moi, un des angles d'attaque que j'avais, c'était comment aller chercher ce talent de pointe en attaque. Puis tout le monde le sait que la pépinière en défense est abondante. Là. Et puis il y en a plein. Ils pourront pas tous jouer. Le Canadien, je pense qu'on en parlait la semaine dernière, 47 contrats, 48 quand Reinbacher va officiellement... C'est ce qui arrive quand on le voit pas. On l'oublie. On sait plus comment on a des yeux loin du cœur. Hein? Ouais. Alors, il va faire partie des 50 contrats. Hudson risque de signer en fin de saison, rendu à 49. Là. Hughes va peut-être vouloir en accueillir un autre dans une transaction pour manœuvrer, tout ça. Alors, et là, ils ont 22 choix de repêchage pour les 2 prochains encans au lieu de 14. Normalement, c'est 7 par année. On m'avait dit qu'il n'y aurait pas de maths. Ah. Mais tout ça pour dire que ça ne sert à rien. Puis là, ils vont peut-être aller en chercher d'autres avec des échanges, Monahan et compagnie. Alors, comment dire, sa besace commence à être remplie et le moment où il va falloir qu'il appuie, qu'il soit plus proactif puis qu'il appuie sur la gâchette approche, je pense. Okay. Alors qu'il prenne des décisions probablement dès cet été. Là. Ça ne se fera pas à la date limite des transactions, des échanges, je serais très surpris. Là. Il y avait des concours dans le temps, combien de gens pouvaient entrer dans une Volkswagen Beetle. Là, ça commence à avoir pas mal de La Beatles commence à être pleine. Hey, on fait un jeu. Puis il y a une file d'attente d'autres gens qui veulent entrer. La file, elle tourne le coin. Oui. On fait un jeu. Ça fait longtemps on n'a pas fait de jeu. Les défenseurs en ordre de celui qu'il ne faut pas échanger. Kaden Goulet, numéro 1. C'est qui le deuxième? J'ai pas assez vu jouer Reinbacher puis non, mais c'est pas obligé c'est un jeu. Là. C'est un jeu, on fait un jeu. C'est pas obligé d'être... OK. T'as dit Kaden Goulet. Kaden Goulet, c'est le premier. Je vais dire Reinbacher. Reinbacher, c'est le deuxième. Reinbacher puis Hudson. Hudson, 3. Ça, c'est notre top 3. Puis en dehors de ça, on est ouvert. En dehors de ça, je mettrais peut-être Mailloux 4 puis Jacky 5. Parce que Jacky, tu veux pas non plus le perdre. Non, puis tu disais, Jacky, il progresse pas. Ben, il va bien à Laval. C'est ça, apparemment. C'est une licorne, Jacky. Il apporte non, je ne suis pas en train de dire que c'est un chaudron. Au contraire, je le rangerais dans la catégorie des... On aime beaucoup Harris, on aime beaucoup Struble, mais Jacky apporte quelque chose d'unique. C'est ça. C'est ça. Alors, idéalement, tu le mets dans les intouchables parce que lui aussi, si tu le places sur le marché des échanges, tu vas peut-être pas aller chercher un joueur de premier plan, mais c'est sûr qu'il va avoir de l'intérêt à travers la Ligue nationale. Il va y avoir un boss. C'est pas mauvais pour lui d'être à Laval et d'avoir énormément de volume de jeu. Et je ne serais pas surpris que le raisonnement soit un peu le même que dans le cas d'Emile Heinemann. Le Canadien disait on pense qu'il y a plus en lui d'attaque, il y a plus de production offensive et on veut lui permettre de développer ça parce que si on le cantonne dans un 4e ou 3e trio dans la Ligue nationale, ça va être très difficile pour lui de développer ça. Et là, tu sais, Jacky a eu une saison dans la Ligue nationale, début de saison en montagne russe ou plus difficile. Ouais, ça a été difficile cette année. Plus difficile. Et là, il a la chance de travailler sur des choses. Il sait ce que ça prend pour jouer dans la Ligue nationale, mais
il a la chance d'avoir beaucoup de volume à un très jeune âge encore. Alors, c'est très bon. Non, puis de ce qu'on comprend, c'est que c'est peut-être aussi un duo intéressant qui est en train de développer de la chimie. Parce que moi, de ce que j'entends, c'est que depuis que Jacky est là, Mayu va mieux aussi. Ils jouent ensemble. Ça a Puis beaucoup entre aidé nous, Mayu, apparemment. Entre nous, ça fait une paire, comment dire, une grosse paire. Hey, wow! Non, vous deux, là. Je peux pas dire ça. On parle Deux, là, en wow. français, on parle de duo. Un gros duo. Ouais, c'est un gros duo. Ce thème-là est revenu beaucoup dans le point de presse de Kent Hughes. Comment aller chercher Là, davantage de talent? On va pas faire une heure sur Kent Hughes. Il n'a rien dit. Ben, par le chrono. Ça fait 20 minutes, je pense. Non, mais j'ai pas besoin. Moi, j'ai pas besoin Mais de Kent Hughes. on a fait de la politique au début, remarque. On a fait un 5 minutes de On a fait politique. 5 minutes, ouais. On Ok. sait toujours pas si tu as voté oui ou non. Non, Et tu le sauras pas. Tu le sauras jamais. Il y a beaucoup été question de ça. Là, puis on en a déjà parlé ici. Puis, comme tu disais, c'était même ton angle d'attaque lors de l'ouverture de la saison, parce que tu es le couteau entre les dents, un vrai combattant. Guerrier. Mais, donc, ton angle d'attaque, c'était comment améliorer ou aller chercher davantage de talent de pointe à l'attaque dans cette équipe-là. Puis je veux juste faire une parenthèse là-dessus, parce que si on regarde lors des 15 dernières années, là, puis vous me direz, il y avait Carey Price, puis d'accord, effectivement, mais lors des 15 dernières années, là, avant que Hughes s'amène, là, avant le grand démantèlement là, puis la reconstruction, là, c'est quoi le talent de pointe à l'attaque de cette équipe-là? Je veux dire, là, on est là, il n'y en a pas assez, Non, mais mais bon sang, jamais- il y en a peut-être plus qu'il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu tant que ça non plus. Non, mais il y en a peut-être plus en ce moment. Le Pacioretty, Si c'est on- un marqueur d'élite. Si là. on- C'est Exact, un exact. top 5 de la Ligue C'est un top nationale. 5 Mais de la c'est Ligue. tout. Oui, mais c'est ça aussi. Le C'est Canadien tout. n'a pas gagné grand-chose. Là. Non, ça, je sais bien. Mais vous voyez pas là où je Il y m'en avait vais, des c'est bons- qu'on est... Mais c'est parce que comme quand si tu soudainement, donnes- on était devenu très... Ben, soudainement, c'est à cause de la... Vas-y, préoc- Martin. La préoccupation, c'est que là, ils disent reconstruire Exact. pour bâtir une équipe gagnante, mais tu ne peux pas gagner si tu n'as pas un noyau qui appartient à l'élite de la Ligue nationale. Tu OK. peux pas... Mais un noyau, c'est pas juste des attaquants. Ben, ça t'en prend. Ça t'en prend. Oui. Puis, généralement, toutes les équipes, ou presque, qui ont reconstruit, le font à partir... Ils ont des vedettes à l'attaque, généralement. L'Avalanche a reconstruit comme ça. Des super vedettes, ouais. Des super vedettes. Les Blackhawks ont reconstruit comme ça. Les Pingouins. C'est à peu près toujours le cas. Les Sabres l'ont fait aussi. Il y avait Jack Eichel, il y avait Sam Reinhart, tout ça. Et puis ils ont décidé de recommencer à zéro. Reconstruire. Mais là, ils reconstruisent, mais ils ont encore du talent de pointe à l'attaque. Il y a plus de défenseurs peut-être de ce côté-là aussi, mais alors, ce que le Canadien a comme pas. Alors, dans sa reconstruction, la reconstruction du Canadien en ce sens-là est un peu différente de celle plus typique qu'on a vue dans les dernières années, où il y avait clairement des vedettes, une ou deux vedettes établies à l'attaque, ou en tout cas assurées, disons, et on reconstruisait autour de ça. Mais c'est à cause du hasard. S'ils étaient tombés dans Oui, une oui. année de repêchage quand ils ont eu le premier choix au total, Ça avait été Connor Bedard. Connard. la question, c'est ça. La question serait en partie résolue, mais il faut avoir accès à ces talents-là, puis ils ne passent pas chaque année. Là. Non. Alors, comme Hughes l'expliquait, ça va prendre... va falloir qu'il joue finement. Là. Il entre dans la phase délicate de son plan bientôt, là, dans les prochains mois. Et c'est ça. Est-ce que ça va être comme il a fait avec Kirby Dach, c'est-à-dire tu échanges un défenseur, tu vas chercher des choix. Mais moi, j'exposais ça parce que moi, quand je regarde, mettons, ces 5-là, là, Suzuki, Caulfield, Slavkovski, je me regarde les doigts, là, pour ceux qui nous sont seulement en audio. Je pense que c'est important de le préciser. Suzuki, Caulfield, Slavkovski, Dach et Newhook, considérant qu'ils sont en santé et considérant que... Pas sûr que Newhook fait partie du noyau. Bon, on enlève Newhook. D'abord, les quatre autres, là. C'est sûr qu'on se base seulement sur leur potentiel, là, parce que dans le cas de Dach, c'est difficile de l'évaluer Ça reste à parce prouver. qu'il est blessé. Puis Slavkovski, c'est encore un très jeune joueur, mais il me semble qu'on a là 4 attaquants dont le potentiel n'a pas d'égal de ce qu'on a vu mis à part Max Pacioretty, de ce qu'on a vu chez les attaquants du Canadien dans les 15-20 dernières années. Il n'y avait pas de joueur, il n'y avait pas d'attaquant qui avait ce potentiel-là. T'sais, Marc Bergevin a passé tout son règne à essayer de chercher un joueur de centre qui avait de l'allure. Là, on en a peut-être... Je sais là, que c'est pas définitif, mais la promesse de Suzuki,
tranquillement, ça se concrétise. Mais là, c'est plus. Je pense dans le cas de Suzuki, on ne parle plus de promesses. C'est pas mal. Bon. Mais il continue de progresser, par exemple, cela dit. What you see is what you get. Il joue défensivement, son trio est meilleur. Va mieux, oui, c'est ça. Mais offensivement, pour l'instant, c'est ça. Là. C'est un joueur d'un point par match. 70 points. Là, il continue toujours de monter des petites marches. Là, mais c'est ça, il n'ira pas beaucoup plus haut que ça. Là. Non, mais non. C'est très, très bien. Puis, mais des joueurs de centre d'un point par match à Montréal, c'est quand la dernière fois? Plekanec, là, sûrement, là, le chum. C'est arrivé une fois. Puis non, mais il n'a pas fait. Il était pas loin. Il a fait entre les deux. Là. Oui, non, je suis d'accord. Non, des joueurs de centre d'un point par match, c'est une bonne question. Honnêtement, je m'en souviens pas. Là, le dernier qui a. Koivu avait récolté combien? Kovalev était sur ces séquences-là. C'est Kovalev le dernier à avoir fait plus d'un point par match. Puis c'est un ailier. Puis Koivu a jamais fait un point par match. Peut-être, mais sur une saison de 20 matchs parce qu'il était toujours blessé. Le dernier joueur de centre à avoir fait un point par match, c'est probablement Vincent D'Anfous. Voilà. Non, mais moi, je voulais juste comme insister là-dessus parce que. Mais le Canadien n'a pas gagné depuis ce temps-là non plus. Non, le Canadien n'a jamais rien gagné. Là. Donc, il faut garder ça en tête aussi. Puis, et je pense que mettons, pendant le règne de Bergevin, évidemment que Carey Price est un facteur clé. Bien, ça, c'était réglé. Puis, tu sais, je veux dire. Montembeault est correct, là, mais je veux dire, c'est pas Carey Price encore. Non. Puis, c'est pour ça aussi que la priorité de Bergevin était toujours un centre parce que Price était réglé devant le filet. Puis, en défense, il y avait quand même un duo qui appartenait à l'élite de la Ligue nationale. Là. En Markov-Souban, ça a été un des bons duos de défense de toute la Ligue nationale. C'est ça, un noyau, c'est ça. C'est un ou deux attaquants. Un gardien. Ça change un noyau d'une équipe à l'autre. Mais ça, le Canadien actuel, malgré la grosse pépinière de défenseurs, n'a pas encore ça, là, un duo Markov-Souban. On peut en penser ce qu'on veut, mais... Ouais. C'était quand même du talent de pointe. Là. Et gardien de premier plan, exact. La preuve n'est pas dans le pudding. Pas encore. Et attaquant de premier plan, n'est pas là non plus. Non, c'est ça. C'est pas là, mais il y a peut-être une promesse. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, notre grand gourou des réseaux sociaux, ici à Radio-Canada Sport, a sondé l'âme de ceux et celles qui nous suivent sur Facebook, Twitter, Instagram. Le Tweet Machine. Et aussi sur le Tube, on a des réponses de YouTube. On n'est toujours pas sur le TOC. Non. Pas sur le je suis pas sûr qu'on a même un compte. Oui, je pense que oui. Radio-Canada Sport, as-tu un compte, toi? J'ai pas mon... Non. J'ai TikTok, puis je regarde des fois des niaiseries, mais j'ai pas mon compte Martin, es-tu sur le TOC? Puis je regarde juste des affaires de bouffe. C'est rien que des vidéos de bouffe que je reçois sans arrêt. Ouais. L'algorithme, il t'a bien... L'algorithme, m'a compris. Il m'a encapsulé. Sur le book, on a demandé donc un point positif et un point négatif de cette première moitié de saison du Canadien sur Facebook. Patricia, positif, Montembeault et Slavkovski. C'est pas mal ça que Kent a dit aussi. Non, c'est pas vrai. Il n'a pas voulu dire que Montembeault, c'est un numéro 1. Hey, ça, pareil, hein? Ça, c'est comme... OK. Négatif de Patricia. Comment on peut battre Dallas, New York et se faire planter par Buffalo? Ouais, on va en parler un peu, là, mais oui, c'est vrai que c'est... Par Buffalo, par San Jose, oui, elle mentionne San Jose aussi. Là, je suis allé à l'essentiel. Jean-François sur Facebook, positif Montembeault, Slavkovski, Struble, négatif les blessures à New Hook. Oui, le rendement de Armia. Il est parfait, Armia. Ouais, il joue très bien, c'est parfait. Yorguier, positif, j'ai rien remarqué. Négatif, rien ne va changer pour la deuxième moitié de la saison. OK, Yorguier. Quoi d'autre sur Facebook? Ah oui. Daniel, positif Armia, négatif Armia. C'est bon. Rogatien, un point, c'est un point. Qu'il soit positif ou négatif, ça, c'est bien vrai. Et sinon, on va aller faire un tour sur... un petit dernier sur Facebook. Jean-Simon, Jayden Struble. Et ça, c'est le point positif. Le point négatif, le prénom Jayden en général. Et sur Twitter, Maxime, positif, on perd souvent en prolongation. Négatif, on va trop souvent en prolongation. On a de la suite dans les idées. Marc-André sur Twitter, les jeunes gardiens qui font le travail. Négatif, les blessures. Oui, ça revient. Et un petit dernier sur le Tube. Il y a le gros chip-shop positif. Le top 10 des choix au repêchage est intéressant. Ouais, je ne suis pas sûr que le Canadien va repêcher top 10, par exemple. Négatif, Caulfield semble régresser. On va peut-être repêcher top 5. Tu penses?
Ben, ils vont être autour du 10e rang au pire, là, je pense. Encore beaucoup de délestage à faire. Oui, c'est vrai que déjà qu'on disait que cette équipe-là, c'était la semaine passée avec Marc-Antoine, on disait qu'il n'y a pas beaucoup de profondeur. Quand Sean Moynihan va être échangé contre 2 choix de premier tour et une valise de lingots d'or, oui, ça va en faire moins. Je disais donc, Caulfield semble avoir régressé, ça c'est le point négatif de le gros chip shop sur le tube. Kent n'avait pas l'air inquiet du rendement de... Cole, ben là, il était prêt pour cette question-là. Hein. Il est arrivé avec le taux de conversion des tirs de Cole Caulfield cette année par rapport aux années précédentes. Et puis, il dit... Est-ce qu'il est arrivé préparé parce qu'il savait qu'il y avait une rencontre de presse ou parce qu'ils se posent la question... Ils ont dit on a regardé dans les derniers jours. Okay. Ben, c'est sûr qu'ils ont dû se poser la question. C'est ça. Ils doivent essayer de décortiquer pourquoi il y a une baisse. Oui, parce qu'il dit là, les entraîneurs regardent ça avec lui. Est-ce que c'est à cause de la provenance des tirs? Est-ce que c'est quelque chose de particulier avec son lancer actuellement? On aurait pu lui dire, nous, que c'est à cause qu'il tire dans l'arrière du filet et que ça aide pas. Mais l'année dernière... Essaye devant le filet. L'année dernière, Caulfield roulait à 16,5% de buts marqués sur les tirs qu'il prenait. Cette année, c'est la moitié. Ce qui est très élevé, 16. 16,5, c'est très élevé, mais il est toujours autour de 13 depuis le début de sa carrière. Et donc... les meilleurs, c'est souvent ça, non? Matthews. Oui, dans ces eaux-là, mais il y a des joueurs qui ont maintenu des pourcentages de 15, 16%, 17%, mais ce ne sera pas nécessairement... Parce que le volume va être moins important. Ouais. Mais oui, à 12-13%, tu es un marqueur d'élite, là, si c'est ça ton rendement moyen. Et là, donc oui, c'était élevé à 16, mais on peut penser qu'il n'est pas nécessairement si loin de ça en temps normal. Là, il était à 7,8 avant le match d'hier. Il a marqué, il était un petit peu au-dessus de 8%. Et il a dit, on a vérifié, il est à peu près 110e parmi tous ceux qui ont compté 12 buts et plus. Et il était effectivement 110e sur 112, j'ai vérifié. Et là, il a marqué hier. Donc, il y en a 13, si on fait le calcul, hein? 12 plus 1. Tu avais dit qu'il n'y aurait pas de maths. Je vais m'en tenir à ça. 12 plus 1. Et j'ai vérifié après. Donc, il y a 92 joueurs qui ont marqué 13 buts et plus cette saison dans la Ligue nationale. Et sur les 92 joueurs qui ont marqué 13 buts et plus, c'est lui qui a le moins bon taux d'efficacité présentement. Donc, parce qu'il tire extrêmement souvent. C'est un des joueurs de la Ligue qui tire le plus souvent. C'est ça, il tire beaucoup. On peut penser qu'il est quand même en deçà de ce qu'il devrait être. Là. Il pourrait facilement avoir, mettons, 4-5 buts de plus. Mais là, il faut déterminer. Est-ce qu'il y a pas mal de malchance là-dedans? Juste un petit peu de malchance. Le fait qu'il rentre beaucoup moins dans l'enclave, prendre des tirs menaçants dans des positions privilégiées, mais qui, justement, s'essaient toujours sur des tirs d'angle fermé et tout. Alors, c'est à eux de jauger ça. Mais de ce qu'on voit à l'œil... Là... Le fait aussi que la Ligue s'ajuste et qu'il est devenu il est prévisible. Il est devenu beaucoup plus prévisible, effectivement. Le livre sur Cole. Et hier, la lucarne, côté rapproché. Mais là, hier, il a changé... Comme disent les Français, le coin supérieur. Là, il a changé de côté hier. Côté éloigné. Puis il a scoré. Il l'a mis dedans. Mais il était presque sur la ligne des buts encore. Ben, il était un peu plus haut que les dernières fois. Quel mauvais but accordé de la part de Georgiev. Mais c'était un beau tir, cela dit. Ouais. Mais peut-être que Georgiev, justement, s'attendait tellement à lever l'épaule du côté rapproché. Pas lancé du bon côté. Il a dit après, Cole, c'est pas le bon bord. C'est supposé lancer l'autre bord. Non, mais on en a parlé la semaine passée avec Marc-Antoine. Puis depuis ce temps-là, je porte attention davantage. Mais sa dégaine n'est pas pareille. Non? Il me semble que sa dégaine n'est pas aussi fusante. Ça fouette pas autant que ça fouettait l'opération à l'épaule. Un tir sur réception, c'est un tir sur réception, mais quand j'en parlais la semaine dernière, ce qui était typique de lui, caractéristique de lui, c'est qu'il était capable, il décochait avant que le gardien ait eu le temps de se placer pour voir la rondelle avant de voir la rondelle se placer sur le bâton, comme 99% des joueurs de la Ligue nationale le font. Et ça, on le voit beaucoup moins souvent, ou très, très peu. Peut-être ça a rapport avec ce que tu dis, Alex. Quand il patinait en direction du gardien, le temps, avant que le gardien s'installe, le tir était parti. La rondelle était partie. Là, on le voit moins. Ça, c'est surtout une question de mentalité, je pense, là, puis de confiance. Donc... Non, ça peut pas être moteur. Parce que moi, enfin, c'est ça. Ça snap. Pas ça snap, je veux pas faire de confusion avec le snapshot, mais je veux dire, ça la dégaine est moins sèche. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Mais il faut clairement qu'il tire plus vite. Puis hier, dans le match, en troisième période, à un certain moment donné,
il était en surnombre, puis hors l'aile, où il joue souvent à l'aile gauche. Puis il a essayé de décocher. Je pense que c'est Slavkovski qui lui a fait la passe. Puis il a essayé de décocher. Il était comme en montée, là, les gars. Il n'y a personne qui était statique. Il était en montée. Et il a essayé de décocher sur le vol, au vol, sur le fly, tout en poursuivant ses enjambées, puis en allant vers l'avant. Puis il a raté son tir, mais quand il a fait ça, j'ai fait comme « Ah, c'est exactement ça qu'il faut qu'il fasse. » Il n'a pas pris une fraction de seconde de pause. C'était dans sa motion où il patinait vers l'avant. Il a tenté de décocher comme ça, exactement comme Nikita Kucherov avait marqué contre le Canadien quand Tampa était venu faire un tour à Montréal en début de saison. Là. Ça y ressemblait beaucoup, sauf que Kucherov l'avait mis dedans. Mais Caulfield, c'était la même intention. Et j'ai pas vu ça de la saison. Puis j'ai fait comme, OK, si ça revient, peut-être qu'on va avoir un déclic. Il joue avec 4 joueurs très excellents. Puis Joe, il a l'intelligence pour faire continuer le jeu. T'sais. Puis il y a beaucoup de vitesse sur cette ligne-là. Mais tu sais comment tu mesures la vitesse, c'est pas juste avec tes pieds, c'est avec comment tu es capable de lire le jeu. Joe, il a une très bonne vitesse intellectuelle. Fait que la puck, elle va à bonne... Si Joe touche à la puck, le jeu ne monte pas sur sa palette. Il continue qu'est-ce qu'il est supposé de se faire parce qu'il est très intelligent. Fait que je pense que c'est sûr son temps de glace il est beaucoup élevé, mais ce temps de glace-là, il n'est pas donné. Je pense qu'ils ont donné des opportunités, puis il a pris la balle, puis il est parti avec. Puis sa confiance a monté parce qu'il a produit, puis je suis sûr que les 4 autres joueurs, ils haïssent pas ça, jouer avec Joe Drouin qui continue les jeux. Martin Saint-Louis, à propos de Jonathan Drouin, qui était de retour au Centre Bell hier, accueilli. Bon, moi, je l'ai déjà dit, moi, quand le Canadien eut les grosses vedettes adverses, je trouve ça amusant. Pas le Canadien, quand les partisans eut les grosses vedettes. Mais les anciens joueurs, je sais qu'il y a eu quelques huées, mais on les a pas tant entendus là, à la télé, mais quand même. Il y a eu quelques huées, surtout connaissant en plus, sachant que Joe n'a pas eu facile. Cela dit, j'étais content de voir l'ovation, puis c'était bien qu'on ait fait un vidéo aussi. Mais enfin, tout ça pour dire que c'était le grand retour de Jonathan Drouin hier. On avait suivi un peu, on avait un peu épié son début de saison. C'était plutôt tranquille, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, il fait flèche de tout bois. Il a joué quoi? 1h30 hier, je pense? Je pense qu'il a joué plus de temps que le temps d'un match de hockey normal dur. Moi, c'est la statistique qui me jette le plus par terre. C'est ça. Si on m'avait demandé de parier à la fin de la dernière saison sur le fait que Jonathan Drouin... Est-ce que ça va décoller? Cette année serait... écoute, depuis le début du mois de janvier, là, c'est le 3e attaquant le plus utilisé de la Ligue nationale, là, pas chez l'Avalanche du Colorado, dans la Ligue nationale. Ouais. Et tu regardes, en passant... Je trouve que l'Avalanche est dirigée de drôle de façon. Ouais, ça me rappelle, je me souviens avoir écrit un papier 2006-2007, John Tortorella, les 4 joueurs les plus utilisés de la Ligue nationale. Le défenseur le plus utilisé de la Ligue nationale était Dan Boyle. Les 3 attaquants les plus utilisés, et ça s'était ajusté en cours de saison, mais c'était resté pas mal comme ça, étaient Brad Richards, Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier. Et il pressait le citron, Jean Tortorella, parce qu'il n'avait vraiment pas confiance au reste de son alignement. Là. Et je me demande si c'est viable, là, dans quel genre, si ça persiste comme ça, dans quel état ces joueurs vont arriver en série. On verra. C'est pas idéal. Depuis le début du mois de janvier, Cale Makar, 27 minutes 33 par match, le défenseur le plus utilisé. Rantanen, 26 minutes 05, premier attaquant. McKinnon, 25-13. Et Drouin, 24 minutes 17 par match. Ça, c'est depuis le 1er janvier. Ça ne suggère pas quelque chose de positif. Là. Écoute, pour Jonathan Drouin, c'est une bénédiction. Ouais, c'est du temps de jeu, mais la saison dernière, Drouin n'a pas joué il n'a pas dépassé la barre des 20 minutes une seule fois durant la saison. Et ça arrivait à l'occasion dans les saisons précédentes, là, mais ce n'était pas coutume. Là, il récolte des points... régulièrement depuis un bout de temps. Il y a 10 buts cette saison. Souvenez-vous, il a marqué 8 buts dans les 3 saisons précédentes compilées ensemble là, chez le Canadien. Il y a déjà 10 buts.
Et récemment, il s'est mis à marquer. Là, Il y a 17 points à ses 16 derniers matchs. Exactement. Alors, ça va très, très bien. Puis, 2 buts seulement en 58 matchs la saison dernière. Donc, très content pour lui. Mais j'étais curieux de... Les partisans, souvenez-vous, là, quand Dominique Ducharme dirigeait le Canadien dans les derniers segments de son séjour, il y avait une frange de partisans qui disait qu'il ne savait pas... il n'y avait aucune aptitude d'entraîneur parce que Cole Caulfield ne produisait pas sous sa gouverne. Et quand Martin Saint-Louis est arrivé, il y a eu une éclosion. Là, écoute, c'était un fantôme au cours des dernières saisons, Drouin à Montréal. Puis il arrive au Colorado, puis c'est un des 3 attaquants les plus utilisés de la Ligue nationale. Un point par match. Mais je comprends très bien la partie de l'équation. Il joue avec des joueurs de très haut calibre, mais pour mériter de jouer avec eux, il faut que tu fasses la job. Suives, ouais. C'est ça. Alors, j'ai hâte de voir si Jonathan peut continuer sur cet élan-là jusqu'à la fin de la saison. Il va relancer sa carrière, puis il va signer un autre contrat intéressant. Puis tant mieux, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne me souviens pas d'avoir assisté à une telle renaissance d'un joueur de 27-28 ans dans la Ligue nationale qui a connu des bas. De cette ampleur-là. C'est ça, un creux aussi profond Ouais. et d'être propulsé comme ça à cet âge-là parmi les attaquants les plus utilisés de la Ligue nationale. Est-ce que je peux risquer une explication? Vas-y, mon cher. C'est les circonstances. Je pense que puis oublions là, que c'est Montréal puis que Drouin, c'est un joueur qui vient d'ici. Mais tu sais, ici, il y avait... C'était lui, il devait être la locomotive ici. Il n'y avait personne à qui... il y avait on personne voulait en à qui faire le suivre. premier centre. Exactement. Alors que au Colorado, c'est exactement le contraire. Et peut-être que Drouin, puis c'est pas une mauvaise affaire, c'est pas un défaut, peut-être que Drouin, c'est un joueur qui s'épanouit quand il est un wagon et non pas une locomotive. Très possible. 2 points pour l'analogie ferroviaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu n'en as pas fait une autre analogie ferroviaire? Tu as utilisé cette expression-là, analogie ferroviaire, récemment. En terminant ma phrase, je me suis... Je pense que ça doit être dans le dernier balado. Parce que moi, le transport, en général, ça me parle. Mais... Ça me passionne. Ça me passionne. Je pense qu'il y a là une partie de l'explication, très certainement. Le fait qu'évidemment, il joue avec les meilleurs joueurs au monde. Et puis, il faut que tu lui donnes du temps de glace en avantage numérique, sinon il sert à quoi dans ta formation, tu sais. Et pour toutes ces raisons-là. Puis, c'est ça. Peut-être que l'air du Colorado lui fait du bien aussi, tu sais. Il y en a moins. L'altitude? En fait, il n'y a pas moins d'air. Il y a trop d'air ici. Il y a moins d'oxygène. C'est surtout ça qu'il y a de moins. Mais en altitude, il y a quand même de l'air en altitude. Il y a moins d'oxygène. Okay. Alex, il y a de l'air à Denver, là. Arrête de capoter. Les maths puis la physique. C'est chou-chou. Chou-chou. Boy. Mais, ouais, c'est ça. Puis hier, on a rencontré un jeune homme particulièrement heureux. T'sais. Il avait l'air vraiment bien. J'étais content pour lui. Il disait que c'était le fun d'être un peu moins sous la loupe puis un peu moins sous le feu des projecteurs. Puis que c'est quand même une ville de hockey puis que les gens appuient l'Avalanche à fond et qu'ils ressentaient ça, mais qu'ils étaient plus anonymes dans cette ville-là puis qu'honnêtement, il aimait bien ça et tout. Alors oui, peut-être que ça lui convient mieux. Puis honnêtement, chapeau, puis tant mieux. Puis c'est un bon petit gars, puis je suis bien content. Il devrait signer au Colorado. Tu disais, signer un gros contrat. Moi, au lieu de regarder le chiffre, Colorado regarde le vestiaire. Ne pourra pas lui donner un gros contrat, non, mais il pourrait aller ailleurs. Mais je veux dire, dans une équipe qui a c'est ça. Si ce cadre-là lui convient et qu'il est conscient, il joue avec McKinnon et qu'il est bien dans sa peau, dans cet environnement-là, ça vaut peut-être la peine d'accorder un rabais raisonnable à l'équipe pour dire je veux rester ici dans cette ou trouver une équipe qui a je sais pas, Edmonton ou une équipe qui a ce... Parce que c'est ça, si tu joues si tu joues les mercenaires, il y a une contrepartie qui vient avec ça aussi. Là. Tu te replonges dans la pression, puis dans la loupe. Tout est approuvé encore. Et la locomotive, et tout ça. Exact. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais sur l'utilisation des joueurs de l'Avalanche, parce qu'au-delà du 1er janvier, Rantanen et McKinnon sont les 2 attaquants les plus utilisés depuis le début de la saison. Là. Oui. 23 minutes, 18 et 10. Donc, c'est énorme. C'est plus d'une minute. C'est environ 1 minute et demie de plus que le 3e qui est Kucherov. Et le 4e, qui, je vous annonce, ne sera plus utilisé aussi abondamment,
mais elle l'était jusqu'à tout récemment, c'est Valérie Nishushkin, Oui. qui intègre pour la deuxième fois le programme d'aide de la Ligue nationale et de l'Association des joueurs. Il était donc trois des quatre attaquants les plus utilisés dans la Ligue étaient Rantanen, McKinnon et Nishushkin de l'Avalanche. Donc, c'est vrai que ça pose des questions. C'est... Dans quel état tu vas arriver au bout Ben de ce là, marathon? Non, c'est comme criant. L'illustration est criante qu'après le premier trio, je ne sais pas s'ils n'ont pas ce qu'il faut, mais ils sont pas. Bednar n'est pas satisfait. Ils n'ont pas la même profondeur. Non, que c'est pour ça qu'ils sont allés chercher Ryan Johansson. On entend aussi le nom d'Elias Lindholm, qui est lié des fois tantôt à Boston, tantôt au Colorado. Donc, celui de Sean Moynihan. On cherche de la profondeur au centre, c'est clair. Puis un mot sur le match d'hier. Est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que c'est pas compliqué quand le Canadien joue contre une bonne équipe et ils sont prêts? Puis quand ils jouent contre une moins bonne équipe, ils sont moins prêts? Il faut faire attention. je vois beaucoup de commentaires dithyrambiques que quand le Canadien se rend en prolongation au bas une équipe de premier plan, mais et Martin Saint-Louis insiste souvent là-dessus. À l'intérieur du vestiaire, on est honnête entre nous. C'est pas, le résultat ne donne pas la vraie photo, le vrai portrait du match. Il faut regarder comment on a joué le match. Puis, si on regarde ça, bon, hier, victoire contre Colorado, puis les gens disent « Wow, c'est fantastique, l'équipe s'applique », mais possession de rondelle, 64% pour Colorado. Hier, le Canadien n'a pas touché beaucoup à la rondelle. Là. Puis Georgiev a donné 2 mauvais buts. Fait que, tu sais, 60%, tu as été dominé totalement. Là. Quand tu te rapproches du 66%, c'est que tu n'as pas touché beaucoup à la rondelle. Samedi dernier... Harvey Pinard, l'autre mauvais but. Oui. Samedi dernier, contre Edmonton, 64,8% de possession de rondelle pour les Oilers. Mais cela dit, je veux mettre un bémol là-dessus parce que contre Colorado et contre Edmonton, même si le Canadien n'a pas eu beaucoup de possession de rondelle, on dirait que la structure a tenu le coup et que le nombre de chances de marquer accordées a été très, très limité. Ils ont limité les Oilers à 8 chances de marquer samedi, même s'ils n'ont pas touché beaucoup à la rondelle, ce qui n'est pas rien. Et McDavid n'a pas eu de chance de marquer dans ce match-là. Les gros canons ont été tenus assez silencieux. Donc, ça veut dire que cette équipe-là est capable maintenant, ou j'ai pas vu ça souvent dans les dernières saisons, d'être complètement dominé dans un match en termes de possession de rondelles, mais de dire, OK, de pas accorder grand-chose. On va se camper, mais on va quand même pas donner on va faciliter le travail de nos gardiens. Puis contre Philadelphie, la semaine dernière, 62,7% de possession de rondelles pour les Flyers, et contre les Rangers, c'était 59,3%. Donc, c'est plus des chiffres qui montrent un état de survie. C'est ça. Et c'est plus constant. En situation de survie que dire, OK, on fait des progrès et on est capable de rivaliser avec les meilleurs. Avec des chiffres comme ça, si tu joues une série 4-7 contre la même équipe, il y a des grosses chances que... Non, ça passe pas. Ça passe pas là-bas. Mais ce qui est intéressant de ça, c'est que ça nous dit que le Canadien n'est pas maître de son destin dans le jeu, dans le fond. Exact. Parce que quand ils affrontent Colorado puis Edmonton, puis Saint-Louis l'a dit hier, c'était un plan de match qui était similaire. Clairement, il savait qu'il allait contrôler la possession de la rondelle, qu'il n'aurait pas la majorité du temps. Il acceptait ça. C'est concédé. C'est exactement. C'est cédé d'avance et l'objectif, c'est de limiter, donc, profiter de nos chances, contre-attaque, etc. Mais ils vont pas opter pour cette stratégie-là contre n'importe qui. Ils vont essayer de contrôler le jeu parce que Saint-Louis est au contraire un entraîneur de possession de rondelle et d'intelligence en possession du disque et de prendre son temps puis de ne pas la redonner pour rien la plupart du temps et tout. Alors, ils vont plus souvent qu'autrement opter pour cette façon de jouer-là, mais contre Colorado et Edmonton, devant leurs propres limitations, sont honnêtes, se rendent compte qu'ils ne peuvent pas faire jeu égal de cette façon-là. Puis on parle des 2 meilleurs joueurs de centre au monde. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis là, parce que ça explique, ou ça pourrait expliquer pourquoi, quand le Canadien arrive contre une équipe comme les Sharks de San Jose, ou une équipe moins bien classée, et que là, ils essaient de contrôler le jeu, souvent, les gens sont déçus. Ils disent, voyons, ils jouent contre une mauvaise équipe. Mais c'est peut-être ça. C'est ça. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais. Ben oui, c'est intéressant. Tu n'avais pas catché. Il a fallu que Martin te le résume. Tu vulgarises tellement bien. Ouais. Je comprenais Moi, rien. je mets beaucoup de mots. Il y a trop de mots. Trop de chiffres, trop de mots. Mais, oui. Et ils ne sont pas capables. C'est ça aussi. Ils ont plus de difficultés. Ils gagnent pas contre les Sharks. Ils n'en sont pas à un point où ils peuvent se dire, nous,
On peut battre les Sharks en gardant la c'est rondelle. de cette On peut battre la meilleure équipe de l'histoire en gardant la C'est rondelle. ça. Mais on n'a pas une seule recette et ça va être à tout le monde de s'ajuster à notre C'est façon ça. de jouer. Non, mais ça, c'est sûr que l'équipe n'est pas là. Eux s'ajustent Ils ne sont pas encore. encore capables de... Ils sont obligés de varier les stratégies de cette façon. Quand j'ai vu l'alignement avant le match contre les Oilers, qu'on avait muté Caden Goulet à la droite de Mike Matheson, j'ai fait moi, j'ai comme fait le saut, je me demandais pourquoi. Puis je me suis souvenu que, des fois, les entraîneurs font ça, changer des affaires dans leur formation en lien avec l'adversaire, parce que c'était un peu, il y avait un lien avec l'adversaire. D'ailleurs, On voulait donner une pause à Barron aussi, là, ça allait pas. oui, j'imagine. Mais Matheson puis Goulet, mettons que ça patine, c'était surtout contre McDavid, là, ça y allait. Il y a ça aussi que des fois, que c'était pas évident. Depuis que Saint-Louis était là, qu'on faisait des ajustements à l'alignement en fonction de l'adversaire. Là, ça m'a semblé évident. Mais comme tu dis, peut-être aussi que ça avait rapport avec Barron. Ouais. Et hier, le gros ajustement, c'est qu'ils se sont dit on affronte l'Avalanche, donc c'est Jake Allen qui va garder le fil. Ben oui. Mais Kent l'a dit. Deuxième victoire depuis le début du mois de novembre, en 2 mois et demi. 28 octobre la dernière. Mais il avait battu les Jets. Donc, il y a un message là. L'Ouest, les grosses équipes de Les l'Ouest. grosses équipes de l'Ouest. Exact. C'est pour Jake. Mais Kent l'a dit hier. Il a dit on dit pas à Martin qui mettre dans le filet, mais on lui dit qu'on veut que les 3 jouent. C'est ce que Martin fait. C'est ça. Parce que je veux pas. Ça se ressemble, remarque. C'est Ça facile. ressemble Tu beaucoup. dis pas qui mettre dans le filet, mais tu dis on veut que les 3 jouent. Il y a une nuance, mais c'est une nuance. Voilà. C'est ça qui est ça, hein? Non, mais je me dire, c'est facile dans mon studio ici, mais il y avait une fenêtre là, peut-être pour lui dire, coudonc, c'est pas. Je sais pas, c'est pas optimal, mettons, comme. Ça n'a pas été abordé. La question des gardiens a été abordée, mais on n'a pas soulevé le fait que c'était pas. Non. C'était pas optimal. Regarde, on a fait le tour, je pense. Oui, La oui. question des gardiens. C'est fini, là? On va y revenir Non, éventuellement. on va parler des gardiens. Non. Là, on met un petit indicatif, puis après ça, c'est On 2 s'en va. heures de gardien. OK. 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 2 heures. 2 heures! Là, restez là, vous deux, là. Au retour, 2 heures de gardien. Non, mais c'est parce que j'ai des choses à dire en conclusion, c'est pour ça. OK, non, mais j'allais dire, je ne savais pas que c'est moi qui décidais. Ben oui. Écoute, je sais pas ce que tu veux dire en conclusion, mais je te laisse. 2 choses. Je voulais te féliciter pour ta prestation samedi dernier. Alexandre tenait la barre du retour du hockey à la Société d'État. Pas mal séduisant à la télévision. Félicitations. C'est les mots que j'ai eus le plus, que je paraissais bien. J'ai longtemps pensé Ma que tu avais une blonde. face de radio, mais finalement, tu as aussi une face de TV et une voix de radio. Hein? Ça commence à être un package. C'est un package. C'est un un paquet, package. comme on dit. Tu as tout un paquet. Alors, il y a ça, c'était 1. Et 2, Ça me fait penser au je duo voulais saluer Logan. Logan et Herbert. La grosse paire, ouais. La grosse paire, ouais. Oui. Le paquet et la grosse paire. Là, c'est parce que je voulais rendre hommage, fait que c'est sûr que ça fait cabotin un peu. Mais le confrère Robert Laflamme Je sais, ben oui, pris c'était dans mes notes. a pris sa retraite hier. Alors, je voulais le saluer. C'est un collègue que j'appréciais beaucoup. Vraiment une bonne personne. Tout le monde qui croise son chemin dans la vie l'apprécie. C'est vraiment un homme, un chic Écoute, type. Tu répètes ce qu'on a lu et entendu partout. Ça aurait été le fun qu'il y ait ça. un petit quelque chose de plus, Écoute, une anecdote, je sais pas. on est un chummy, petit- mais on n'est pas si près. Ok. Donc, je ne veux pas non plus feindre là, la complicité extrême là, avec Bob. On a trinqué à l'occasion sur la route ensemble. Et puis, je l'apprécie beaucoup. Puis, on jase et tout, mais on n'est pas si proche que ça. Sauf que c'est vraiment un homme de cœur, ça paraît. Puis, 40 ans de une grande journalisme. carrière. Ouais. 40 ans de journalisme dans les sports, 35 ans dans la Ligue nationale. Le livre sur les Stachny. Oui. Évidemment, c'est un gars de Québec, a commencé à Québec et a été important dans les Est-ce débuts qu'on sait qu'est-ce qu'il a voté au des référendum? Nordiques. Faudrait lui demander, lui, d'ailleurs, s'il a lu l'article du New York Times puis s'il y a un lien avec le nationalisme.
aurait dû commencer comme ça. Et c'est ça. Mais moi, j'ai toujours apprécié. Il a toujours fait partie du paysage, parce qu'il était là avant que j'arrive, mais c'est un gars discret, un gars professionnel, un gars avec qui ça a toujours été agréable de jaser. Facile de travailler. Vraiment un bon professionnel. Il a fait la majeure partie de sa carrière à la presse canadienne et travaillait pour le site de la Ligue nationale au cours des dernières années, mais j'ai eu la chance de jaser un peu avec lui hier sur la passerelle, puis on voit beaucoup de journalistes de métiers partir depuis quelques temps. Il y a Philippe Quentin aussi qui a signé sa dernière chronique dans la presse dans le temps des fêtes. Tous les confrères du droit sont ça, c'est partis à Ottawa. Ça, c'est d'autres raisons. Ça, c'était pas voulu. Ouais, mais quand même... Le nouvelliste aussi, Steve Turcotte, qui est parti pour travailler pour les Cataractes. Oui, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de journalistes qui avaient beaucoup d'expérience, qui ont pris énormément d'expérience, qui quittent le milieu ces temps-ci. Et on s'appauvrit un peu avec ça, mais quand même, Robert a une longue carrière fructueuse. Oui, lui était... On lui souhaite... lui est content, là. On lui souhaite d'en profiter. C'est ça, je veux pas... parce que je me pose la question, peut-être que vous n'avez pas la réponse, mais pourquoi en plein milieu de la saison comme ça? Ça faisait longtemps qu'il caressait l'idée là, de la retraite. Là. C'était dans l'air depuis un bout de temps, au moins 1 an ou 2. Puis il a choisi l'Avalanche parce que c'est les anciens Nordiques. Là. Fait que c'est juste... c'était la symbolique. Je pensais que c'était le dernier point de Kent Hughes qui l'avait assommé. C'est assez! Je peux en prendre. Je suis au bout de mon rouleau. Là, c'est terminé. Je m'en retourne, je m'en vais chez nous. Appelez-moi pas. Chapeau à Robert Laflamme, alias Bob the Fire. Bobby. Bob, excusez. Mais Bob the Fire, oui. Sur Twitter, je pense que c'est ça, Bob the Fire. C'est ça sur Twitter. Mais on aime ça l'appeler Bobby. Oui. Parce que ça sonne bien. Donc, chapeau pour une grande carrière et enfin, le meilleur pour la suite. Bon, ben c'est le meilleur pour la suite, c'est bon, ça. Oui. C'est bon pour vous autres aussi. Et la suite est vendredi pour nous. La suite est vendredi. Oui. Là, ça va être bon. Alexandre Gascon, je rappelle que tu es notre journée. Ah oui, juste avant, tu parlais de la LPHF. J'y reviendrai vendredi. Je suis très mauvais pour faire la promotion de nos propriétés sportives, mais sur tout.tv, ce samedi, une soirée typique au Canada, Toronto-Montréal à 20h. Match dans la LPHF. On sera là. Donc, c'est ça. Je suis très mauvais pour faire la promotion de nos propriétés sportives. Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. On peut te lire sur toutes nos propriétés sportives, t'entendre aussi, te voir. Toi aussi, tu parais bien. Merci. Peut-être même... Mieux. Peut-être même. Peut-être. Merci infiniment. Ça a été un plaisir, messieurs. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment. Toujours un plaisir. Un bonheur. Wow. Et Jacques-Alexis Bernardin signe tellement hockey 2 fois par semaine. Est-ce qu'il est gaucher ou droitier? Je sais pas. Il est droitier. Il doit avoir mal à de sa main droite. 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. C'est beaucoup de travail. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.